Mais aujourd'hui, nous avons plus de preuves tangibles qu'ils existent. On dit souvent qu'il n'y a pas de preuves, mais il y en a des tonnes. Une vague d'ovnis a traversé la Pennsylvanie et des débris étranges seraient tombés d'un vaisseau. Il a commencé à s'ouvrir et un résidu métallique est tombé. En Pologne, il y a eu l'apparition d'un ovni et bizarrement des pierres brillantes sont tombées. L'objet est un alliage d'aluminium d'origine inconnue. Selon certaines sources, cet objet métallique vient d'un ovni. C'est la Terre que je vois s'embraser. Est-ce que ces traces pourraient prouver que les Martiens surveillent la Terre? En tout cas, ça vient forcément des extraterrestres. Et j'ai consacré ma vie à cette étude. L'un des aspects les plus intrigants de l'ufologie, ce sont les traces. Ces traces servent de base pour les enquêtes policières et les laboratoires d'analyse. Plus il y a d'affaires de ce genre, plus on trouve de traces. On va l'appliquer à l'ufologie et aux affaires d'OVNI. Dans la plupart des affaires qu'on a étudiées, en général, les preuves c'était des photos, des vidéos et des témoignages. C'est très rare d'avoir vraiment un objet qu'on peut analyser pour mieux comprendre ce à quoi nous avons affaire et interpréter le phénomène. Avant de trop m'emballer, j'aimerais éclaircir les choses. Est-ce qu'on va nous donner quelque chose à analyser ou bien c'est juste un objet que quelqu'un a vu ou dont il a entendu parler? En fait, on a rendez-vous avec une habitante de Bucks County en Pennsylvanie qui a vu un vaisseau faire tomber une sorte de résidu sur un arbre. Et ces particules ont été analysées. On va discuter des résultats de cette analyse chimique faite sur cette substance et observer tout ça de près. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Si on effectue une analyse sur un objet, qu'on en conclut qu'il est d'origine extraterrestre et qu'il a été fabriqué, selon moi, ce serait un bon début. Ce serait la preuve scientifique que je cherche depuis le début. Nous partons à Bucks County, en Pennsylvanie, où en 2008, les gens de la région ont observé une grosse vague d'ovnis. Même si de nombreux témoins ont vu des vaisseaux non identifiés dans le ciel l'an dernier, il paraît que dans une affaire, un ovni aurait fait tomber des indices qui pourraient prouver que quelque chose d'anormal s'est produit. En ufologie, on appelle ça des traces matérielles. Et même si elles sont très rares, ça pourrait être la preuve irréfutable nécessaire pour résoudre ce grand mystère. J'ai vu 3 apparitions d'ovnis différentes. Le vaisseau faisait environ 10 ou 12 mètres de large. C'était comme si on avait pris une loupe, qu'on l'avait propulsée dans le ciel et que cette loupe se déplaçait. C'était le silence absolu. On n'entendait rien. Il était là et ensuite il a disparu sous mes yeux. Les témoignages sur les ovnis aperçus en Pennsylvanie sont les mêmes bizarrement. Mais un témoin qu'on a rencontré à Bucks County nous a raconté une histoire un peu plus intrigante. L'ovni a laissé des traces derrière lui, un indice sur l'origine des ovnis. J'ai vu 4 vaisseaux à Bucks County. L'un d'entre eux a répandu des paillettes dans les arbres. Mon chien m'a réveillée et il grognait. Quand je suis sortie, j'ai vu une lueur brillante dans le ciel. J'ai levé les yeux et un gros vaisseau métallisé se trouvait là, juste au-dessus. Quelle taille faisait cet engin selon vous? Sûrement la taille de ces 4 arbres. Quand il s'est mis sur le côté, on pouvait bien voir sa forme. On aurait presque dit qu'il avait un pare-choc en forme de boomerang et le reste formait un disque.
Il a commencé à s'ouvrir et il a fait tomber ce magnifique résidu métallique sur cet arbre et aussi sur celui-là. Ça ressemblait à des paillettes, un peu comme des diamants. Ça scintillait. Il était au-dessus de l'arbre pendant 20 minutes environ, et j'étais gelée. Je ne voulais pas retourner prendre un appareil photo dans la maison parce que j'avais peur de rater quelque chose. Et j'ai bien fait de rester dehors, car d'un seul coup, il s'est refermé comme s'il l'aspirait avant de retrouver sa forme initiale. Vous pensez que c'était un objet solide? On aurait dit des flocons ou des paillettes qu'on achète pour faire la fête et qu'on se lance. Il y en avait le lendemain matin? Non, non, je n'ai rien vu après ça. Si ce vaisseau a projeté quelque chose sur les arbres de Denise, il a dû laisser des traces derrière lui. Et c'est ce qu'on recherche. Vous avez appelé le bureau d'observation du MUFON? Oui. Ils ont fait quoi exactement quand ils sont venus? Ils ont pris des photos, pris ma déposition, ils ont prélevé des échantillons d'arbres. Ils ont trouvé quelque chose? Oui, en effet. L'étape suivante de notre enquête, c'est d'aller discuter avec nos amis de Pennsylvanie, John Ventry et Bob Garner, pour voir exactement ce qu'ils ont trouvé en analysant cette substance. Vous pouvez me dire ce que vous avez fait quand vous avez reçu l'appel? Comment vous avez examiné l'affaire? Nous avons des procédures très spécifiques sur la manière de rassembler les preuves dans la chaîne de contrôle. C'est très strict. Vous traitez ces affaires comme des scènes de crime? Tout à fait. Combien de temps il vous a fallu pour venir prélever les échantillons après le témoignage de Denise? On a prélevé un échantillon peut-être une semaine après l'apparition de l'OVNI. Une semaine entière s'est écoulée avant que Bob se rende sur les lieux à la recherche de traces. Cela ne semble pas long, mais quand on cherche des indices sur une scène de crime comme ces hommes dans leurs affaires, c'est une éternité. Mais les preuves qui auraient pu rester sur les lieux pourraient être contaminées ou pourraient avoir disparu. Heureusement, ils ont eu de la chance. 2 arbres ont été touchés. Cet arbre-là et l'érable un peu plus bas. J'ai prélevé des échantillons des arbres touchés, des échantillons de la terre dans la zone affectée, puis j'ai marché 100 mètres. Il y a un autre érable en bas, donc j'en ai prélevé un échantillon. Ensuite, j'ai également prélevé un échantillon de terre et je l'ai emballé avant de l'envoyer au labo pour l'analyser. Vous utilisez quel matériel? Des détecteurs, ce genre de choses? J'ai un compteur Gégère, et quand je suis sorti mettre ce compteur Gégère sur les feuilles, il a sonné. Mais lorsque je me suis approché des branches, il n'a pas sonné. Il a sonné sur la partie extérieure des feuilles où elles ont été touchées. On a testé d'autres arbres autour et ça n'a rien donné. Bob a mené son enquête comme un expert scientifique. L'étape importante est le prélèvement de terre et d'échantillons témoins sur les arbres. Ces échantillons sont ensuite utilisés par les scientifiques qui examinent ce qu'il y a dans l'atmosphère. Puis, ils les comparent à des échantillons pour déterminer s'il n'y a pas d'anomalie. Comme l'a dit Bob, il a prélevé des échantillons de partout, mais sur cet arbre en particulier, les feuilles avaient des traces de brûlures phosphorescentes. Ces feuilles contiennent du bore et du magnésium. Après cette analyse, pouvez-vous dire que cet arbre derrière nous comportait des anomalies? Absolument, parce que Denise a déclaré qu'elle a vu le phénomène se produire sur cet arbre et celui-là. Normalement, ce qu'il y a dans la terre se trouve sur les arbres. Or, Bob a prélevé des échantillons de terre. Le bore et le magnésium n'étaient pas dans la terre. Donc quelque chose a dû atterrir sur cet arbre. D'habitude, nous avons environ 8 apparitions d'OVNI par mois. Là, nous en avons eu 225 au second semestre. 63 apparitions pour le seul mois de juillet. Puis une moyenne de 45 par mois. Mais l'an dernier, les apparitions d'OVNI ont diminué. Peut-être que le vaisseau qui a répandu une substance inconnue au-dessus des arbres de Denise Murter correspond au même vaisseau que d'autres témoins ont vu dans la région, mais à différents moments.
Nous devons encore trouver des témoins qui parlent de ces paillettes tombant du vaisseau. Nous avons décidé de réunir 3 témoignages clés sur les ovnis. Nous avons fait appel à l'aide d'un dessinateur, le sergent Ivan Mendes de la police de Trenton, pour nous aider à faire le portrait robot de ce que ces témoins auraient vu. Le sergent est un spécialiste de ce genre de recherche. Je dirais qu'il a la forme d'un cachet d'aspirine. Les côtés formaient des bulles. Il y avait 3 lumières en dessous du vaisseau. Et il y avait des petites fenêtres tout autour. Elles rayonnaient. De très belles couleurs rayonnaient. On aurait dit des fenêtres. Vous pensez que la lumière provenait de l'intérieur du vaisseau? Oui, c'était l'impression que j'avais. Il avait une forme un peu comme ça, comme un deltaplane. C'est comme ça que je le décrirais, et il volait par là, comme ça. Oui, voilà. C'est bien, c'est excellent. Il ressemblait à un ballon ou un disque, mais avec beaucoup de côtés. Il avait beaucoup d'angles. Si tu devais le comparer à un objet, tu le comparerais à quoi? Un panneau stop, Un panneau stop. avec des soucoupes sur le côté. Il avait plus d'angles que ça. C'était une sphère à plusieurs faces. Il y avait beaucoup plus de côtés. Tout à fait. Jette un coup d'œil et regarde où il est par rapport à ce que tu as vu. Je pense que c'est précisément comme je l'ai vu. C'est très réaliste, c'est ce que j'ai vu. Après le rendez-vous avec les témoins, et après avoir vu les croquis du sergent Mendes, nous avons fait une découverte qui confirme l'expérience de Denise Murter. C'est évident. Tous les dessins se ressemblent. Au début, en pleine nuit, on aurait cru à un avion. Mais quand j'ai regardé, toutes ces lumières ne correspondaient pas à celles d'un avion. Nous avons fait appel au sergent Mendes, un dessinateur de police, pour vérifier si les témoins oculaires de Pennsylvanie voyaient le même vaisseau ou un vaisseau similaire. Les croquis sont époustouflants, et j'ai l'impression qu'ils confirment l'observation de Denise Murter et sans doute la preuve que les ovnis existent. Regardez tous ces dessins. Les engins ont tous la forme d'un cachet d'aspirine. Ils ont pratiquement les mêmes lumières. Tout est vraiment cohérent. Ce qui est très intéressant dans cette description, c'est la ressemblance avec le signalement de Denise. Tout à fait. On a principalement des lumières tout autour et des lumières en dessous. Denise a parlé de 3 lumières. Caitlin a parlé de plusieurs lumières en dessous. Mais j'ai des doutes. Peut-être que ce n'est qu'un souvenir. On pourrait en conclure qu'il s'agit du même vaisseau? Oui, bien sûr. Les témoins voient les choses différemment. Surtout à cause de l'émotion ou du stress qu'ils ressentent à ce moment-là. Mais il faut bien reconnaître que tous ces dessins ont de nombreuses caractéristiques en commun. Donc ma réponse est oui. Selon l'avis de professionnel du sergent Mendes, tous les témoins de Bucks County ont vu le même engin. La question que nous nous posons est pourquoi sont-ils là? Est-ce qu'ils testent nos arbres? Est-ce qu'ils testent la population également? Nous devons découvrir ce qu'ils manigancent. On a rendez-vous avec Nancy Talbot de BLT Research, qui enquête sur d'innombrables affaires de ce genre. Elle a réuni les recherches sur toute l'affaire de Bucks County. Nancy, on enquête sur une affaire d'OVNI incroyable. On se demande quels sont les cas les plus intéressants que vous avez découverts. Il y a plusieurs années, je suis allée en Pologne. On a découvert l'affaire de la roche de Golabki, qui nous a fourni des preuves formidables. Nancy est allée jusqu'en Pologne pour étudier plusieurs cas. Elle s'est rendue dans la petite ville de Golabki, où elle a enquêté sur un signalement d'OVNI qui a eu lieu dans une petite ferme à la campagne. Un jeune homme qui s'appelait Miouche avait 11 ou 12 ans quand ça s'est passé. C'était en 1998, je crois. Il vivait dans cette toute petite ville de Golabki. Dans ce village, il doit y avoir 5 ou 6 fermes. Un soir, sa mère, Evelyn Akus, a été réveillée en pleine nuit par une lueur rouge orangée qui passait à travers sa fenêtre.
Elle se leva pour aller voir et observa un objet rouge-orange en forme de disque qui descendait très lentement vers le champ. Alors qu'elle regardait cet engin qui se déplaçait lentement vers ce champ, au bout d'un moment, la lueur disparut. Toute la famille n'a pas mis longtemps à se lever. Miyush décida d'aller dans le champ où sa mère avait vu cette chose. C'était juste en face de la maison. Il trouva au fond de ce champ un tas de pierres qui formaient une structure ovale. Et ces pierres n'avaient jamais été là auparavant. C'était le lieu de l'apparition de l'OVNI? Est-ce que ça avait un rapport avec le cercle de pierre qui a été trouvé dans le champ? Exactement, selon Evelina. C'est un élément intéressant. Ce cercle de pierre mystérieux a été retrouvé exactement là où l'OVNI a été vu. J'ai hâte de découvrir la nature de ces pierres et pourquoi elles ont été posées là. Il a essayé de les ramasser, mais elles étaient trop lourdes. Il n'avait que 11 ans à l'époque. Au centre, il y en avait une plus petite. Et c'est celle que vous voyez sur cette photo. La seule que Miyush a pu soulever. D'accord. Donc vous me dites que ces pierres se trouvaient par terre. Apparemment, elles étaient posées. C'est bizarre, mais les preuves indiquent que ces pierres sont tombées dans une ferme en Pologne. Même s'il n'y a aucun moyen évident de l'expliquer, Nancy nous a raconté d'autres cas qui ont eu lieu près de la ferme. Lorsque j'étais là-bas, j'ai aussi enquêté sur un certain nombre de trous étranges dans un village alentour. Un soir, une voisine avait vu un triangle lumineux au-dessus des arbres très proche de sa maison. Il a volé pendant un moment au-dessus du champ. Et ensuite, son petit-fils trouva un trou énorme dans la neige, sans aucune trace. Il n'y avait rien dans le trou? Non, ni dans le trou, ni sur la neige. Plusieurs autres affaires de ce genre ont été répertoriées à la même période, avant qu'Evelina Kuss ne voie un ovni. On se demande si ces vaisseaux utilisent de la Terre pour faire des tests, ou bien est-ce que des particules sont tombées sur les arbres avant d'être aspirées par un rayon laser, comme ce fut le cas chez Denise. Peu importe d'où viennent ces vaisseaux, ils ne font pas que nous observer. Ils font des expériences sur les feuilles, l'herbe et le sol. Ils font des expériences sur la Terre et sur nous. On a envoyé au laboratoire de Chagrin Falls dans l'Ohio des échantillons d'arbres de Denise Murter et des morceaux de pierre de la ville de Golapki en Pologne. Phyllis Budinger, accompagnée de Nick Reiter, ont analysé ces échantillons et on espère qu'ils pourront nous donner des réponses. Qu'est-ce que vous avez analysé en premier sur les échantillons que vous avez reçus? Je les ai réexaminés avec une lumière fluorescente et en effet, il y avait quelque chose d'inhabituel accroché sur les feuilles. Ça m'a surpris. Et alors? Eh bien, sur les feuilles touchées, j'ai trouvé de nombreux éléments. Et quand je les ai passés au rayon ultraviolet, ils prenaient une couleur verte assez inhabituelle. Ça a attiré ma curiosité et j'y ai jeté un œil avec un microscope électronique à balayage et un spectroscope à dispersion d'énergie. Un microscope électronique à balayage est un type de microscope électronique qui capture la surface d'un échantillon par balayage optique avec un faisceau d'électrons. Les électrons interagissent avec les atomes de l'échantillon. Dans ce cas, la trace de l'OVNI apporte des informations importantes à l'analyste concernant la composition de l'échantillon et la composition chimique. Comme vous le voyez sur cette photo, on dirait du blanc d'œuf. Mais il vous faut imaginer que toutes ces écailles tenaient sur une tête d'épingle. C'est microscopique. Nick, avez-vous trouvé cette substance dans d'autres affaires? Ces dernières années, il y a eu de nombreuses affaires semblables. Une notamment sur un résidu de petites particules sphériques. Et dans ce cas, il semblerait que les feuilles touchées détiennent à peu près 2 fois plus de bore que les feuilles témoins. Ce serait possible que le propriétaire des lieux ait vu que l'arbre allait mal, alors il a vaporisé des pesticides dessus? Oui, c'est très probable.
Le bore est le composant clé dans de nombreux pesticides. Donc c'est tout à fait plausible que la raison de ce taux élevé de bore soit due au propriétaire ou au jardinier qui a simplement vaporisé un arbre contaminé. Parmi les preuves que nous avons, laquelle présente des anomalies? J'ai l'impression que ce sont ces particules fluorescentes. Ça s'explique par un phénomène naturel. Je me suis dit, oh mon Dieu, je sais ce que c'est, et je l'ai fait correspondre avec une référence dans mes fichiers, et j'ai dit, c'est de l'acide urique, le composant principal de l'urine d'oiseau. Les résultats peuvent sembler amusants. En effet, les analyses montrent que le travail de Nick et Phyllis a été minutieux. Et on ne peut pas leur en vouloir parce que tout ce qu'ils ont trouvé dans les traces était de l'urine d'oiseau. Honnêtement, toutes les traces et les preuves d'OVNI qui auraient pu être effacées depuis longtemps ne signifient pas la fin de cette affaire. Ça signifie juste que ces traces étaient peut-être là, mais aujourd'hui, elles ont disparu. En plus de l'affaire à Bucks County, vous avez aussi analysé la pierre de l'affaire Golubki en Pologne. Qu'est-ce que vous avez trouvé dans ce cas? Nous avons trouvé qu'il y avait de la terre vitrifiée. On aurait dit de la terre prise dans du verre. La vitrification de la terre se produit lorsque la terre atteint de 815 degrés à 1650 degrés. Même si la vitrification peut se produire naturellement avec la foudre, on utilise le processus de vitrification de la terre pour nettoyer les décharges de déchets toxiques. Ce processus comprend la mise en place de 4 électrodes dans la zone touchée par les déchets toxiques. Un courant électrique passe ensuite à travers les électrodes pour produire de la chaleur, ce qui fait fondre la terre. On obtient une pierre vitrifiée qui contient des polluants nocifs. C'est un processus coûteux. On commence à peine à utiliser ces nouvelles technologies. Est-il possible que ça explique la vitrification de la terre à Golubki en Pologne? Peut-être pas. Il n'y a aucune preuve que quelqu'un a réalisé cette vitrification. Non, c'est ce que j'ai compris. Ce qui nous laisse penser qu'il a été posé là ou qu'il a un rapport avec l'OVNI qui a été vu la nuit d'avant. Autre explication. Des plaisantins ont fabriqué cette terre vitrifiée et l'ont déposée dans le jardin de la famille Kuss. Pourquoi? Je n'en sais rien. Mais on doit envisager cette possibilité. Ils ont trouvé de la terre vitrifiée de la taille d'un parpaing, ce qui est assez gros. À votre avis, quel type de matériel il faudrait pour qu'un humain fabrique une chose pareille? Il faudrait avoir recours à un chalumeau d'hydrogène, mais tout ce matériel nécessite un gros investissement. Ce n'est pas le genre de choses qu'on peut faire dans sa cave. La vitrification de la terre coûte cher et est très difficile. Mais c'est possible. Nous avons prévu de faire un test de vitrification pour déterminer si l'utilisation de la soudure à l'arc avec un chalumeau peut produire assez de chaleur pour fabriquer de la terre vitrifiée. Nous avons rendez-vous à Levittown, en Pennsylvanie, avec Cindy Vigilkowski, pour voir si nous pouvons fondre de la terre en utilisant du matériel de soudure basique. J'utilise 2 méthodes différentes qui peuvent largement dépasser les 1650 degrés. La première méthode, on combine 2 gaz pour produire des températures d'environ 3315 degrés. La deuxième méthode qu'on peut utiliser, c'est la soudure à la baguette. Elle consiste à se servir d'un courant électrique qui circule de la baguette jusqu'au support. La température peut atteindre les 6650 degrés. En se mettant à la place d'un Polonais dans un milieu rural, il faudrait une vraie source d'énergie pour réaliser la deuxième méthode dont vous parlez. Oui. Vous avez déjà essayé de faire ça avant? Non. Vous pensez qu'on va réussir? On va tenter le coup. C'est parti. On s'est rendu chez Cindy Vigilkowski pour déterminer si des outils ordinaires trouvés dans une ferme peuvent produire assez de chaleur pour fabriquer de la terre vitrifiée. On sait que lors de l'apparition d'OVNI à Golubki, en Pologne, la terre vitrifiée était tombée ou avait été déposée intentionnellement. Mais on ne sait pas pourquoi. Si jamais c'est un canular, on aimerait savoir comment on a fabriqué ces morceaux de terre vitrifiée. Bon, je suis satisfait de ce que ça donne.
J'ai fait des recherches sur l'affaire Socorro au Nouveau-Mexique, où Lonnie Zamora a vu un vaisseau qui a atterri dans le désert et a provoqué une gazéification ou une vitrification. On a rendu visite à un artisan local qui se servait d'un four pour fondre du verre. Il m'a raconté que c'était difficile de faire fondre du sable en utilisant du matériel de soudure. Je serais très curieux de voir si c'est possible de faire ça aujourd'hui. La première chose que j'aimerais faire, c'est souder. Tout d'abord, on va voir si une soudure à l'arc peut produire un bout de terre vitrifié. Le processus est relativement simple. On a posé un morceau de métal au-dessus de la terre et on a soudé la caisse qu'on a fabriquée autour de la terre. Maintenant, cette caisse est reliée à la terre, ce qui permet au courant de circuler et à la soudure d'agir. Le point le plus chaud va être le point exact où la baguette touche le métal. Pendant qu'on soude, la chaleur va se mélanger à la soudure qui va se disperser. En revanche, elle va perdre environ 50% de sa chaleur. On dirait que c'est brûlé. C'est possible que certaines vitrifications se produisent sur du sable très fin? Non, pas vraiment. Mais certainement pas comme en Pologne, Non. avec d'énormes parpaings de substances vitrifiées. Non. Nous avons essayé de vitrifier de la terre en utilisant la méthode de la soudure à l'arc et nous n'avons pas réussi. Et pour dire la vérité, je ne m'attendais pas à ce qu'on y arrive. La chaleur se dissipait et elle n'était pas assez concentrée pour vitrifier la terre. Nous allons tenter de la vitrifier en utilisant un chalumeau oxyacétylénique. Et je m'attends à plus de réussite avec cette méthode, parce que la flamme est en contact direct avec la terre. On parle d'un maximum de 3315 degrés, ce qui est bien au-delà du nécessaire. Et nous allons appliquer cette chaleur pendant 1 minute ou 2. On dirait qu'il y a déjà une réaction. Je ne suis pas certain que ce soit une vitrification, mais on voit que la terre s'embrase. Pour le moment, la flamme du chalumeau brûle et fait fondre les différents éléments. À mon avis, ça fonctionne. Mais la question est, quelle quantité de terre vitrifiée allons-nous pouvoir fabriquer? C'est la terre que je vois s'embraser. Regarde le temps qu'il faut pour faire fondre ce petit bout de terre. Ok, je pense que ça suffit pour l'instant. Un petit cratère s'est formé. D'après le résultat du test à l'oxyacétylène, c'est évident qu'il est possible de vitrifier de la terre en utilisant un chalumeau et des outils en métal trouvés dans une ferme. Mais nous avons obtenu une petite quantité et une couche très fine, et nous serions incapables de fabriquer une quantité comparable à celle qui a été trouvée en Pologne. Un enfant est-il capable de faire ça en Pologne avec du matériel de soudure? Peut-être que si on en prenait environ 15, qu'on les mettait ensemble, mais c'est impossible dans une ferme. C'était vraiment intéressant. À mon avis, c'est intéressant, vu la quantité d'énergie générée pour fabriquer un tout petit bout. Je pense qu'on peut dire que ces gros morceaux de pierre vitrifiée n'ont pas été fabriqués avec du matériel agricole basique. Tu as raison. Il y a une chose qu'il faut bien se rappeler. Cette vitrification de la terre ne s'est pas produite à l'endroit où il y avait l'OVNI. Je ne dis pas que l'OVNI ne l'a pas fabriqué, mais ce n'est pas au même endroit. On sait que Nancy parlait de ces trous étranges qu'elle étudiait en Pologne. Faites le rapprochement. Peut-être que ces ovnis analysent notre Terre de la même façon que les paillettes analysent les arbres chez Denise Murter.
Réfléchissez 2 secondes. Si des extraterrestres voyagent de l'univers jusqu'à la planète Terre avec leur technologie de pointe, ont-ils vraiment besoin d'analyser un arbre dans le jardin de Nancy et analyser un peu de terre dans une ferme en Pologne? Eh bien, pourquoi pas? Qu'est-ce qu'on sait de leur civilisation? On ne sait pas ce qu'ils manigancent. Vous avez tous les deux raison. À mon avis, on pourrait en discuter toute la journée. Ce que je vais vous dire va vous intéresser. Nous allons parler à Bob White. Il dit qu'il a vu un ovni et que l'ovni l'a vu. Le vaisseau a lancé quelque chose sur Terre. Bob l'a ramassé et il pense que c'est un morceau d'ovni. Si c'est vrai, il faut que je voie ça. Quand c'est monté dans le ciel, c'était quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Et j'avais l'impression que ça ne venait pas de ce monde. Bonjour, bonjour Bob, comment allez-vous? Même si nous avons étudié d'autres affaires d'OVNI, celle de Bob est différente. Il affirme avoir un vrai morceau d'OVNI qu'il a découvert après une apparition incroyable en 1985. Bob, vous pouvez nous raconter comment vous avez mis la main sur cet objet unique? J'étais à Grand Junction dans le Colorado, puis à Cisco dans l'Utah. C'était le soir et ma femme et moi étions en voiture. On a aperçu une lueur devant nous. C'était une énorme lumière de la taille d'un immeuble de 3 étages. Mais ma femme l'a éclairée et quand elle l'a fait, cette chose s'est évaporée dans les airs en un claquement de doigts. Elle était reliée à 2 autres lumières comme 2 néons bleus, l'un au-dessus de l'autre, avec un espace entre les deux. Et quand elle les a percutés, elle a disparu sous mes yeux. Mais avant, j'ai vu comme une petite explosion. Cet engin est revenu vers moi. Il y avait un sillon et je l'ai suivi jusqu'à ce que je découvre cet objet par terre qui était encore chaud. Bob a vu l'objet et il est parti là où il pensait que le morceau avait atterri. Il a vu un sillon comme si le fragment était tombé à toute vitesse et avait dérapé avant de s'immobiliser. C'est la première fois que j'entends une histoire pareille. Et c'est incroyable qu'il ait trouvé ce fragment, mais surtout qu'il puisse nous le montrer. Dr Gibbons, avez-vous travaillé dessus? Oui, absolument. Le docteur Robert Gibbons est un physicien qui a travaillé à la NASA, à Northrop Grumman et à Hughes Aircraft. Il a servi 20 ans dans l'armée américaine et il n'a jamais rien vu de semblable à l'objet de Bob White. En 2000, il a rejoint l'équipe de Bob White pour identifier une fois pour toutes la nature de cet objet. Nous sommes allés à Laughlin dans le Nevada. Et pendant cette période, l'objet a eu un impact sur les piles du coffre-fort de l'hôtel 3 jours d'affilée. Les piles étaient à plat et on les a enlevées le premier jour. Le personnel de l'hôtel a dû venir pour mettre un compteur électrique pour ouvrir le coffre-fort. Le compteur indiquait que le coffre-fort était ouvert. Mais ce n'était pas le cas. Le premier soir, ils ont dû le percer. Ça s'est produit 2 soirs de plus. L'objet doit émettre des sortes de radiations qui déchargent les piles. Peu importe ce qui a provoqué le dysfonctionnement du coffre-fort. Pour vérifier si l'objet émettait des rayons X ou des rayons gamma, le Dr Gibbons a effectué un test en utilisant un film de radiographie sur l'objet de Bob White. J'ai fait un cylindre. J'ai mis un film, un au-dessus et un en dessous. Puis un film tout autour du cylindre. Et j'en suis arrivé à une conclusion vraiment très intéressante. Voici les radios que j'ai utilisées. La plus importante est celle avec les 2 points noirs. Donc vous avez exposé cet objet à une radio. En fait, il est resté en contact avec le film pendant 48 heures. Pendant ce temps, quelque chose a taché le film. Ce n'était pas seulement de la buée, mais 2 taches distinctes qui correspondent aux 2 lobes de l'objet. On dirait que l'objet a 2 lobes distincts, comme le Dr Gibbons les appelle. Dans ce test, quand on superpose la radio avec l'objet, les 2 taches coïncident de façon presque parfaite.
Donc l'objet émet quelque chose qui entraîne la formation de ces taches. Mais la nature et la cause restent encore indéterminées. Et les scientifiques, qu'est-ce qu'ils en disent? Eh bien, j'ai commencé par envoyer cet objet au Nouveau-Mexique, au docteur. Et il m'a dit, si j'avais su, je vous aurais demandé immédiatement de déterminer la proportion d'isotopes, parce qu'ils n'ont pas le matériel pour effectuer ces tests chez eux. Le test mesure la quantité d'isotopes dans un élément donné. Divers éléments, comme le chrome, le titane et le strontium, sont composés d'isotopes. Mais ils se forment dans un milieu différent, voire un milieu extraterrestre. J'avais des contacts pour aller à Los Alamos. Et là-bas, j'ai rencontré le professeur, qui est un spécialiste des métaux, et le docteur, qui est une éminence en la matière. Il était très enthousiaste parce qu'il n'avait jamais vu un objet pareil auparavant. Il m'a dit que c'était quelque chose qu'il avait cherché toute sa vie et selon lui, ça venait forcément des extraterrestres. Selon le rapport de Los Alamos, les scientifiques avaient procédé à un test au silicium. Alors j'ai appelé le docteur. Il m'a dit avoir pratiqué un test à l'aluminium. Et je lui ai demandé pourquoi l'aluminium, alors que le rapport affirme qu'il s'agit d'un test au silicium. Alors j'ai appelé le professeur, et à ma grande surprise, celui-ci m'a répondu « Mais nous n'avons fait aucun test isotopique ». Même si le laboratoire était censé faire ce test isotopique, ils ont nié l'avoir fait. Vous avez l'impression que tous ces scientifiques qui faisaient les analyses vous mentaient? Bien sûr qu'ils me mentaient. Nous avons un objet qui est peut-être tombé d'un ovni. Nous savons qu'il a eu un impact sur un coffre-fort et a entraîné son dysfonctionnement 3 soirs d'affilée. Même si plusieurs techniciens et analystes ont jeté un coup d'œil, Bob prétend qu'ils ont peur d'en parler. Mais nous avons contacté 2 scientifiques qui sont assez courageux pour en discuter et pour analyser l'objet de Bob White. La première fois que j'ai vu ce fragment, c'était totalement extraordinaire. C'est un objet que je n'avais jamais vu auparavant. Chris Ellis est un physicien spécialisé dans l'alliage d'aluminium et les semi-conducteurs. Après l'avoir examiné, nous avons découvert que l'objet était un alliage d'aluminium d'origine inconnue. Rien à voir avec l'aluminium classique. Il y a des métaux rares dans cet objet qu'on ne trouve pas dans d'autres alliages. Quelle est la probabilité que ces métaux se trouvent dans cet alliage de façon naturelle ou accidentelle? Je dirais assez proche de 0. Donc c'est un objet totalement fabriqué. D'après la liste de tous les métaux et éléments qu'on peut trouver dans cet objet, j'en conclus qu'ils ne sont pas là par hasard. On dirait un objet fabriqué à la main par une forme d'intelligence. Il pourrait être fabriqué par nous ou par un extraterrestre. Nous cherchons quelque chose de plus avancé que ce qu'on connaît déjà aujourd'hui. Nous sommes à Kimberling City, dans le Missouri, pour enquêter sur l'histoire de Bob White. En 1985, après avoir vu plusieurs ovnis, un objet a été soit propulsé, soit lancé au sol. Même avec des analyses scientifiques méticuleuses, personne ne connaît la nature de ce fragment. Nous sommes actuellement avec 2 scientifiques qui sont assez courageux pour nous parler. Même si le nom des laboratoires d'analyse doit rester anonyme, nous allons découvrir de nouveaux indices qui nous en disent plus sur l'objet de Bob White. J'ai fait 2 types de tests. Le premier, c'était une radio pour fragmenter les analyses. David Land est un chercheur scientifique actuellement dans une grande université américaine. Il est spécialisé en physique et en sciences des matériaux. Il a passé l'année à faire des recherches sur l'objet de Bob White. Ce qui est exceptionnel, c'est que nous avons ce qu'on appelle un picamorphe. Et ce picamorphe me dit que c'est un semi-conducteur polycristallin. Qu'est-ce que ça veut dire? En quoi c'est une anomalie? On n'en trouve pas dans l'aluminium. On en trouve où? Je ne pense pas qu'on en trouve partout. L'autre chose inhabituelle, c'est qu'il contient de l'argent. Un taux d'argent très élevé d'environ 4,3%.
On utilise seulement l'argent dans l'aluminium en phase expérimentale de supraconductivité. Si on vaporise la surface d'aluminium avec de l'argent, on favorise la supraconductivité. La supraconductivité est un phénomène présenté par certains métaux. Leur résistance électrique devient pratiquement nulle en dessous d'une certaine température. Cela élimine le champ magnétique, c'est-à-dire qu'un courant électrique introduit dans le supraconducteur peut circuler, persister librement, sans ajouter de source d'énergie. Admettons qu'on tire une balle à travers un champ magnétique. Elle serait emportée. Mais si cette balle pouvait être un supraconducteur, elle expulserait le champ magnétique et ne ralentirait pas. Elle n'aurait pas de problème pour passer. Donc, si c'était un engin qui voyageait dans l'espace et qui se dirigeait vers le champ magnétique de Jupiter, théoriquement, il pourrait expulser ce champ magnétique et filer à toute allure devant Jupiter sans ressentir ses forces. Avec la supraconductivité, c'est possible d'y arriver? L'espace est le lieu parfait pour la supraconductivité. Il n'y a aucune énergie à développer pour que des objets soient supraconducteurs dans l'espace. Si un objet était fabriqué pour voyager tout seul dans l'espace, ce serait ce genre d'objet. Oui. Disons qu'on aurait de meilleurs résultats avec ce type d'objet dans l'espace. C'est l'objet parfait. Récapitulons. L'objet de Bob White me rappelle d'autres affaires que nous avons étudiées. Celle de l'île de Maury, où un témoin a affirmé que des objets en métal avaient été expulsés d'un ovni. J'ai prélevé un petit échantillon sur place. Définir la nature d'un métal, c'est facile. Ce qui l'est moins, c'est de savoir si c'est une anomalie ou si c'est normal. À Aurora, au Texas, Broly Oates nous a donné un alliage d'aluminium inconnu découvert dans un site de crash mystérieux. Immédiatement, nous avons pu identifier l'aluminium. C'est le point culminant. Est-ce qu'on peut supposer qu'on aurait pu ramasser des polluants dans la Terre? Même si c'était le cas, ça devrait correspondre à des éléments qu'on pourrait identifier. C'est intéressant. Et si on avait découvert un nouvel élément? Qu'est-ce que toutes ces choses ont en commun? Ces objets ont des qualités exceptionnelles qui pourraient indiquer une origine extraterrestre. Nous avons étudié 3 cas, et à chaque fois, je suis impatient de trouver des preuves qui démontrent qu'on a affaire à quelque chose qui n'appartient pas à cette planète. Mais à chaque fois, je suis déçu. À mon avis, les preuves sont absolument incroyables. Revenir aux années 30 et traverser 70 ans, l'ensemble des preuves est stupéfiant. Le problème est de prouver, sans l'ombre d'un doute, que ces preuves sont liées aux faits étranges auxquels les gens ont assisté. Je pense qu'il y a un petit fossé entre ce que nous avons aujourd'hui et l'objectif d'avoir la preuve absolue. On doit continuer. Les réponses sont de l'autre côté de ce fossé. J'en suis persuadé. Nous avons enquêté à Bucks County, où on a entendu des témoignages incroyables. Suite aux histoires des témoins oculaires, nous avons imaginé un vaisseau stupéfiant. Même si nous ne savons pas quoi penser de ces paillettes que Denise Murter a décrites, à mon avis, nous savons maintenant ce que les ovnis préparent. Après avoir entendu l'affaire en Pologne sur cette terre vitrifiée, éventuellement liée à des trous non identifiés, on pense qu'ils pourraient nous tester. Mais pourquoi? On ne sait pas. Ensuite, Bob White nous a raconté son histoire. On a tenu l'objet en main et lu les rapports des meilleurs laboratoires qui ne l'ont pas identifié. C'est formidable. Et avec le temps, d'autres tests scientifiques pourront prouver que c'est d'origine extraterrestre. Je ne suis pas le seul à penser que ces preuves pourraient être la clé pour savoir ce qui se cache derrière ces ovnis. Ce n'est qu'une question de temps avant que l'on découvre la preuve irréfutable qui éclatera au grand jour. En tout état de cause, nous continuons les recherches. On y va. On vient de recevoir un appel de David Lamb. Après avoir effectué des tests scientifiques supplémentaires, il émet l'hypothèse que l'objet de Bob White est un quasi-cristal à la structure très complexe.
On considère ce type de structure comme une nanotechnologie de pointe. Ça n'existait pas en 1985. Et même aujourd'hui, elle est au début de son développement. À mon avis, à mesure que la science et la technologie progressent, un jour, il sera possible d'identifier correctement la nature de l'objet de Bob White et de prouver une fois pour toutes que c'est d'origine extraterrestre. Mais aujourd'hui, nous avons plus de preuves tangibles qu'ils existent. On dit souvent qu'il n'y a pas de preuves, mais il y en a des tonnes. Une vague d'ovnis a traversé la Pennsylvanie et des débris étranges seraient tombés d'un vaisseau. Il a commencé à s'ouvrir et un résidu métallique est tombé. En Pologne, il y a eu l'apparition d'un ovni et bizarrement des pierres brillantes sont tombées. L'objet est un alliage d'aluminium d'origine inconnue. Selon certaines sources, cet objet métallique vient d'un ovni. C'est la Terre que je vois s'embraser. Est-ce que ces traces pourraient prouver que les Martiens surveillent la Terre? En tout cas, ça vient forcément des extraterrestres. Et j'ai consacré ma vie à cette étude. L'un des aspects les plus intrigants de l'ufologie, ce sont les traces. Ces traces servent de base pour les enquêtes policières et les laboratoires d'analyse. Plus il y a d'affaires de ce genre, plus on trouve de traces. On va l'appliquer à l'ufologie et aux affaires d'OVNI. Dans la plupart des affaires qu'on a étudiées, en général, les preuves c'était des photos, des vidéos et des témoignages. C'est très rare d'avoir vraiment un objet qu'on peut analyser. Pour mieux comprendre ce à quoi nous avons affaire et interpréter le phénomène. Avant de trop m'emballer, j'aimerais éclaircir les choses. Est-ce qu'on va nous donner quelque chose à analyser ou bien c'est juste un objet que quelqu'un a vu ou dont il a entendu parler? En fait, on a rendez-vous avec une habitante de Bucks County en Pennsylvanie qui a vu un vaisseau faire tomber une sorte de résidu sur un arbre. Et ces particules ont été analysées. On va discuter des résultats de cette analyse chimique faite sur cette substance et observer tout ça de près. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Si on effectue une analyse sur un objet, qu'on en conclut qu'il est d'origine extraterrestre et qu'il a été fabriqué, selon moi, ce serait un bon début. Ce serait la preuve scientifique que je cherche depuis le début. Nous partons à Bucks County, en Pennsylvanie, où en 2008, les gens de la région ont observé une grosse vague d'ovnis. Même si de nombreux témoins ont vu des vaisseaux non identifiés dans le ciel l'an dernier, il paraît que dans une affaire, un ovni aurait fait tomber des indices qui pourraient prouver que quelque chose d'anormal s'est produit. En ufologie, on appelle ça des traces matérielles. Et même si elles sont très rares, ça pourrait être la preuve irréfutable nécessaire pour résoudre ce grand mystère. J'ai vu 3 apparitions d'ovnis différentes. Le vaisseau faisait environ 10 ou 12 mètres de large. C'était comme si on avait pris une loupe, qu'on l'avait propulsée dans le ciel et que cette loupe se déplaçait. C'était le silence absolu. On n'entendait rien. Il était là et ensuite il a disparu sous mes yeux. Les témoignages sur les ovnis aperçus en Pennsylvanie sont les mêmes bizarrement. Mais un témoin qu'on a rencontré à Bucks County nous a raconté une histoire un peu plus intrigante. L'ovni a laissé des traces derrière lui, un indice sur l'origine des ovnis. J'ai vu 4 vaisseaux à Bucks County. L'un d'entre eux a répandu des paillettes dans les arbres.
Mon chien m'a réveillée et il grognait. Quand je suis sortie, j'ai vu une lueur brillante dans le ciel. J'ai levé les yeux et un gros vaisseau métallisé se trouvait là, juste au-dessus. Quelle taille faisait cet engin selon vous? Sûrement la taille de ces 4 arbres. Quand il s'est mis sur le côté, on pouvait bien voir sa forme. On aurait presque dit qu'il avait un pare-choc en forme de boomerang et le reste formait un disque. Il a commencé à s'ouvrir et il a fait tomber ce magnifique résidu métallique sur cet arbre et aussi sur celui-là. Ça ressemblait à des paillettes, un peu comme des diamants. Ça scintillait. Il était au-dessus de l'arbre pendant 20 minutes environ, mais j'étais gelée. Je ne voulais pas retourner prendre un appareil photo dans la maison parce que j'avais peur de rater quelque chose. Et j'ai bien fait de rester dehors, car d'un seul coup, il s'est refermé comme s'il l'aspirait avant de retrouver sa forme initiale. Vous pensez que c'était un objet solide? On aurait dit des flocons ou des paillettes qu'on achète pour faire la fête et qu'on se lance. Il y en avait le lendemain matin? Non, non, je n'ai rien vu après ça. Si ce vaisseau a projeté quelque chose sur les arbres de Denise, il a dû laisser des traces derrière lui. Et c'est ce qu'on recherche. Vous avez appelé le bureau d'observation du MUFON? Oui. Ils ont fait quoi exactement quand ils sont venus? Ils ont pris des photos, pris ma déposition, ils ont prélevé des échantillons d'arbres. Ils ont trouvé quelque chose? Oui, en effet. L'étape suivante de notre enquête, c'est d'aller discuter avec nos amis de Pennsylvanie, John Ventry et Bob Garner, pour voir exactement ce qu'ils ont trouvé en analysant cette substance. Vous pouvez me dire ce que vous avez fait quand vous avez reçu l'appel? Comment vous avez examiné l'affaire? Nous avons des procédures très spécifiques sur la manière de rassembler les preuves dans la chaîne de contrôle. C'est très strict. Vous traitez ces affaires comme des scènes de crime? Tout à fait. Combien de temps il vous a fallu pour venir prélever les échantillons après le témoignage de Denise? On a prélevé un échantillon peut-être une semaine après l'apparition de l'OVNI. Une semaine entière s'est écoulée avant que Bob se rende sur les lieux à la recherche de traces. Cela ne semble pas long, mais quand on cherche des indices sur une scène de crime comme ces hommes dans leurs affaires, c'est une éternité. Mais les preuves qui auraient pu rester sur les lieux pourraient être contaminées ou pourraient avoir disparu. Heureusement, ils ont eu de la chance. 2 arbres ont été touchés. Cet arbre-là et l'érable un peu plus bas. J'ai prélevé des échantillons des arbres touchés, des échantillons de la terre dans la zone affectée, puis j'ai marché 100 mètres. Il y a un autre érable en bas, donc j'en ai prélevé un échantillon. Ensuite, j'ai également prélevé un échantillon de terre et je l'ai emballé avant de l'envoyer au labo pour l'analyser. Vous utilisez quel matériel? Des détecteurs, ce genre de choses? J'ai un compteur Gégère et quand je suis sorti mettre ce compteur Gégère sur les feuilles, il a sonné. Mais lorsque je me suis approché des branches, il n'a pas sonné. Il a sonné sur la partie extérieure des feuilles où elles ont été touchées. On a testé d'autres arbres autour et ça n'a rien donné. Bob a mené son enquête comme un expert scientifique. L'étape importante est le prélèvement de terre et d'échantillons témoins sur les arbres. Ces échantillons sont ensuite utilisés par les scientifiques qui examinent ce qu'il y a dans l'atmosphère. Puis, ils les comparent à des échantillons pour déterminer s'il n'y a pas d'anomalie. Comme l'a dit Bob, il a prélevé des échantillons de partout, mais sur cet arbre en particulier, les feuilles avaient des traces de brûlures phosphorescentes. Ces feuilles contiennent du bore et du magnésium. Après cette analyse, pouvez-vous dire que cet arbre derrière nous comportait des anomalies? Absolument, parce que Denise a déclaré qu'elle a vu le phénomène se produire sur cet arbre et celui-là. Normalement, ce qu'il y a dans la terre se trouve sur les arbres. Or, Bob a prélevé des échantillons de terre. Le bore et le magnésium n'étaient pas dans la terre. Donc quelque chose a dû atterrir sur cet arbre.
D'habitude, nous avons environ 8 apparitions d'OVNI par mois. Là, nous en avons eu 225 au second semestre, 63 apparitions pour le seul mois de juillet, puis une moyenne de 45 par mois. Mais l'an dernier, les apparitions d'OVNI ont diminué. Peut-être que le vaisseau qui a répandu une substance inconnue au-dessus des arbres de Denise Murter correspond au même vaisseau que d'autres témoins ont vu dans la région, mais à différents moments. Nous devons encore trouver des témoins qui parlent de ces paillettes tombant du vaisseau. Nous avons décidé de réunir 3 témoignages clés sur les ovnis. Nous avons fait appel à l'aide d'un dessinateur, le sergent Evan Mendes de la police de Trenton, pour nous aider à faire le portrait robot de ce que ces témoins auraient vu. Le sergent est un spécialiste de ce genre de recherche. Je dirais qu'il a la forme d'un cachet d'aspirine. Les côtés formaient des bulles. Il y avait 3 lumières en dessous du vaisseau. Et il y avait des petites fenêtres tout autour. Elles rayonnaient. De très belles couleurs rayonnaient. On aurait dit des fenêtres. Vous pensez que la lumière provenait de l'intérieur du vaisseau? Oui, c'était l'impression que j'avais. Il avait une forme un peu comme ça, comme un deltaplane. C'est comme ça que je le décrirais, et il volait par là, comme ça. Oui, voilà. C'est bien, c'est excellent. Il ressemblait à un ballon ou un disque, mais avec beaucoup de côtés. Il avait beaucoup d'angles. Si tu devais le comparer à un objet, tu le comparerais à quoi? Un panneau stop. Un panneau stop. Avec des soucoupes sur le côté. Il avait plus d'angles que ça. C'était une sphère à plusieurs faces. Il y avait beaucoup plus de côtés. Tout à fait. Jette un coup d'œil et regarde où il est par rapport à ce que tu as vu. Je pense que c'est précisément comme je l'ai vu. C'est très réaliste, c'est ce que j'ai vu. Après le rendez-vous avec les témoins, et après avoir vu les croquis du sergent Mendes, nous avons fait une découverte qui confirme l'expérience de Denise Murter. C'est évident. Tous les dessins se ressemblent. Au début, en pleine nuit, on aurait cru à un avion. Mais quand j'ai regardé, toutes ces lumières ne correspondaient pas à celles d'un avion. Nous avons fait appel au sergent Mendes, un dessinateur de police, pour vérifier si les témoins oculaires de Pennsylvanie voyaient le même vaisseau ou un vaisseau similaire. Les croquis sont époustouflants, et j'ai l'impression qu'ils confirment l'observation de Denise Murter et sans doute la preuve que les ovnis existent. Regardez tous ces dessins. Les engins ont tous la forme d'un cachet d'aspirine. Ils ont pratiquement les mêmes lumières. Tout est vraiment cohérent. Ce qui est très intéressant dans cette description, c'est la ressemblance avec le signalement de Denise. Tout à fait. On a principalement des lumières tout autour et des lumières en dessous. Denise a parlé de 3 lumières. Caitlin a parlé de plusieurs lumières en dessous. Mais j'ai des doutes. Peut-être que ce n'est qu'un souvenir. On pourrait en conclure qu'il s'agit du même vaisseau? Oui, bien sûr. Les témoins voient les choses différemment. Surtout à cause de l'émotion ou du stress qu'ils ressentent à ce moment-là.